puisqu'il est sous contrôle, il est sous transfert. Et il faut bien passer par là. Il faut bien qu'en mobilisant les choses, il faut bien qu'il y ait lorsque, n'est-ce pas, on travaille sur ces choses-là, il va y avoir un changement dans l'organisation du patient. Et ces changements, si ça touche aux choses affectives et émotionnelles, ça peut faire des failles importantes. Et c'est là qu'il peut avoir un risque si le transfert n'a pas été suffisamment travaillé à l'avance, ou si on le fait trop tôt et que les patients est arrivé avec des charges anxio-dépressives trop importantes, il y a le danger que le travail s'arrête là, qu'il y ait donc une fuite du patient vis-à-vis de ça, comme si l'analyse était devenue un moyen de le faire souffrir encore davantage. Alors que ce n'est pas ça. Mais ça peut prendre cette tournure-là. C'est pour ça que c'est à cet endroit, c'est à ces moments du travail avec des états mélancoliques, que ce dont on a parlé dans une autre vidéo, et à savoir les auxiliaires thérapeutiques, là ils prennent tout son intérêt. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir aider les patients en restituant les choses concernant les réactions affectives émotionnelles de l'analyste à connecter ses propres réactions affectives et émotionnelles du patient avec le contexte situationnel, avec l'objet vis-à-vis duquel il faudrait ou est adressé, ou serait adressé, devrait être adressé ses reproches, et aussi connecter cette charge affective avec les éléments d'expression adéquats. Parce que ça, c'est ces trois choses-là qui sont problématiques souvent. C'est que la dissociation qui s'est faite entre la charge affective émotionnelle et l'expression, c'est qu'il y a une dissociation d'avec les contextes situationnels, il y a une dissociation vis-à-vis de l'objet, il y a une dissociation vis-à-vis des éléments d'expression. Ainsi, par exemple, nous savons que la plupart des théoriciens qui se sont intéressés, là j'ai en tête par exemple John Bowlby ou Michel Hanus aussi, il y en a d'autres, il y en a plein, il y a longtemps Pollock, mais ils ont étudié quelles seraient les étapes normales ou pathologiques d'un deuil, quelles seraient en termes affectifs et émotionnels, quelles seraient les choses qu'on peut ressentir et dans quel ordre. Alors déjà, depuis Freud, à la fin, si vous regardez par exemple la fin des inhibitions, symptômes et angoisses, on peut voir que Freud il parle d'angoisse, douleur et tristesse. Et c'est ce que nous pouvons prendre, nous, en incluant la colère, pour l'instant. Parlons déjà de ces quatre affects. Angoisse, douleur, colère et tristesse. Alors vous voyez, devant une perte, ou devant les moments qui précèdent une perte, sachant qu'elle peut arriver, on éprouve de l'angoisse. C'est l'anticipation de la perte, ça provoque de l'angoisse. La chose terrible n'est pas encore arrivée, mais je sens que ça va arriver, donc j'éprouve de l'angoisse. Ensuite, la chose terrible arrive, et on éprouve de la douleur. On est confronté à ça, et là, il y a une négation, à un moment donné, on ne veut pas accepter cette perte-là, même si on s'était préparé auparavant, on peut ne pas vouloir l'accepter. Donc il y a une petite négation, là, ou une grande, ça dépend, mais il y a douleur, ou il devrait y avoir douleur, donc angoisse, douleur. Ensuite, après, il y a un moment qui peut être court, plus ou moins long,
ou on peut éprouver de la colère contre celui que, intentionnellement ou non intentionnellement, nous a quittés. Et il y a une colère, ou une colère contre la situation, une colère contre l'objet. Bon. Et ce n'est qu'une dernière position, quand on aura dépassé toutes les trois autres, qu'on peut éprouver de la tristesse et qui peut nous aider justement à dépasser toute cette problématique et à diriger la charge affective et émotionnelle qui était liée à la situation précédente, la perte, à une nouvelle situation, à un nouvel objet, à des nouvelles formes d'expression qui vont à leur tour modifier la charge affective, émotionnelle du sujet. Et donc la tristesse dans cette histoire-là est très importante. Alors les états mélancoliques ressemblent à de la tristesse, mais ils n'en sont pas une. C'est même le contraire. C'est la mélancolie, c'est le contraire de la tristesse. Ou alors c'est une tristesse maladive. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe dans la mélancolie, on n'éprouve pas les choses dans cet ordre-là, angoisse, douleur, colère, tristesse, mais c'est un mélange, tristesse peut-être un moment, après ça passe à l'angoisse, après ça passe à la colère, après ça passe à la douleur, après ça change. Et donc c'est tout un mélange et qui n'est pas cohérent dans le sens d'un travail psychique constructif. Et il s'agit déjà de rétablir cet ordre-là. Alors vous voyez que on peut séparer ces quatre-là en deux couples. D'un côté, angoisse et douleur, de l'autre côté, colère et tristesse. Angoisse et douleur, c'est plutôt paralysant. Ça inhibe. Angoisse et douleur, c'est du côté de l'inhibition. On reste paralysé, on reste perplexe, on ne sait pas quoi faire, comment agir, s'il faut agir, s'il faut faire quelque chose ou pas, n'est-ce pas ? Alors que colère et tristesse, ça porte vers l'acte ou l'action, ça porte vers l'action et très probablement vers l'acte. Alors évidemment que l'acte qui est produit par la colère, et il faut s'en méfier un peu. Pas toujours, mais pas mal de fois, il faut se méfier de décider des actes importants sous l'emprise de la colère. Mais la colère, ça fait bouger aussi les choses parfois. Et la tristesse, alors là, elle porte aussi vers l'acte. Mais c'est beaucoup plus réfléchi, c'est beaucoup plus créatif. C'est peut-être long, c'est peut-être pénible, mais la colère ayant une fonction symbolique, elle nous porte vers des actes qui vont mobiliser toute la charge affective et émotionnelle en la transformant. Alors, peut-être que c'est trop demandé et avoir des ambitions trop importantes lorsqu'on travaille seulement avec des sujets mélancoliques. Vous pouvez dire peut-être qu'ils ne vont jamais arriver à ça. Mais je pense que si, on peut les aider à faire quelque chose qui soit plus ou moins équivalent à cette fonction symbolique de la tristesse. Il y a d'autres couples qu'on peut former, par exemple, on a parlé d'angoisse et douleur d'un côté, n'est-ce pas, comme étant proche de l'inhibition, et la colère et la tristesse du côté de l'acte. Mais on peut aussi établir des tensions d'opposition entre angoisse et colère. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir des patients dans un autre cadre psychopathologique, plus de l'ordre de la phobie, où l'angoisse phobique se maintenait parce qu'il y avait une colère qui n'était pas
assumée et qui n'était pas exprimée. Et lorsque cette colère, elle s'est manifestée un tout petit peu, et inévitablement, automatiquement, de son côté, l'angoisse diminuait. Voilà. Et l'autre couple, n'est-ce pas, entre douleur et tristesse, n'est-ce pas? Plus il y a une capacité à éprouver la tristesse, moins il y a de douleur. Tant qu'on n'arrive pas à éprouver de la tristesse, la douleur est insupportable. Voilà, des oppositions qu'on peut établir déjà en moins avec ces 4 affects. Alors, l'idée c'est de pouvoir aider les patients mélancoliques à organiser ces fragments qui sont un peu désordonnés, périodiques, circulaires, cycliques, n'est-ce pas, qui sont un peu comme plein de satellites en orbite autour de lui, et ils n'ont pas un sens opératoire, un sens constructif, et qui maintiennent les sujets comme tournant toujours sur le même point, on dirait. Lui-même, c'est plein de ça, d'ailleurs. Bon. Donc, de ces côtés sphériques, si vous voulez, il faudrait l'aider à sortir de ça. Comment? En l'aidant à ordonner ces fragments d'affect entre eux, en l'aidant déjà à connecter ces affects avec les contextes situationnels dont ils proviennent, et en l'aidant à réorganiser, à réordonner ces fragments affectifs entre eux. Voilà, je pourrais dire au moins ces 2 actions thérapeutiques concernant les états mélancoliques pour l'instant. À bientôt!